Après quasiment 6% de baisse du CAC 40 la semaine dernière, l'indice parisien se reprend aujourd'hui à la mi-journée, 2% de hausse. Des marchés qui semblent hésitants. Bonjour Véronique. Bonjour David. Vous n'êtes pas hésitante, vous savez ce que vous voulez. Économiste et président du cabinet RF Research. En plus sérieusement, on raconte les coulisses, comment on prépare l'émission, mais je vous ai envoyé un texto ce matin, je dis viens, Véronique, viens, on fait un petit topo sur les marchés, avec cette idée que les marchés semblent hésitants, un peu sans tendance, dans un range. Et vous me disiez, voilà, c'est la bataille des algos reflationnistes versus les bears. Bon, moi j'ai compris, mais expliquez-nous cette bataille. Et oui, entre l'humain et la machine. Oui, alors ça fait un moment que ça dure. C'était déjà une bataille féroce avant la pandémie, hein, ce qu'on voit depuis ces dernières années et qui a complètement été rejoué ces dernières semaines. C'était l'idée effectivement d'algo, bien évidemment, qui joue des retracements des indices. Alors on rappelle les algos, ce que c'est, pardon, pour ne lâcher personne sur le bord de la route, les algorithmes. Oui, donc c'est tous ces programmes automatiques, si on peut dire, menés par à base d'intelligence artificielle, qui permettent effectivement d'orienter les marchés, de donner de la direction en fonction essentiellement d'ailleurs de figures techniques, c'est-à-dire graphiques. Donc effectivement, il y a des configurations qui à certains moments permettent effectivement d'appuyer à fond, si on peut dire, sur des tendances pour orienter le marché et passer des seuils qui permettent, alors quand on est à la hausse, effectivement, de franchir des limites qui ouvrent des perspectives un peu plus durables de remontée des marchés. Alors dans ce contexte-là, ce qu'on voit qui est assez intéressant, c'est la corrélation entre les différents actifs. Donc il y a le marché action qui va plutôt notamment plébisciter des valeurs en l'occurrence là plutôt des valeurs de croissance ou des valeurs cycliques quand véritablement il y a un esprit de reprise et d'anticipation, d'amélioration des anticipations qui se met en place. C'est ce que jouent les marchés avec l'idée d'un déconfinement qui permettrait un rattrapage de l'activité. Et la cohérence, elle se retrouve notamment sur les marchés de matières premières. Le pétrole remonte. Ouais. Brent à 33 $ aujourd'hui. D'accord. Et ce qui est d'ailleurs, du point de vue économique, probablement l'un des risques majeurs. Ce serait qu'effectivement, ces anticipations ou ces rouages reflationnistes fassent monter et remonter les prix du pétrole et des matières premières trop rapidement par rapport à ce que pourrait effectivement absorber l'économie. Donc on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là non plus. On n'en est pas encore là, mais le pétrole, la baisse du prix du pétrole est un ingrédient très important pour aider à la reprise de la consommation notamment. Ouais. Donc il ne faudrait pas que ça disparaisse trop rapidement parce que les marchés veulent jouer l'histoire positive. Et donc vous retrouvez d'ailleurs, y compris sur l'or, c'est assez intéressant, parce que ces dernières semaines, on l'a vu à plusieurs épisodes depuis le début de l'année, l'or a fini par être tenu à la fois par des perspectives négatives de l'activité et d'inflation, et puis quand les marchés se mettent à rejouer la reflation, c'est très bon pour l'or aussi, puisque forcément l'or couvre contre l'inflation. En vérité, c'est une histoire de taux d'intérêt réel. Et effectivement, si on anticipe plus d'inflation, il y aura des taux réels, c'est-à-dire déflatés de l'inflation, qui seront probablement durablement élevés, ce qui soutient l'or également. Alors du point de vue des marchés actions, on voit cette bataille se livrer notamment sur les valeurs de nouvelles technologies, la santé qui ont très bien performé, et surtout aux États-Unis d'ailleurs, versus éventuellement, et ce serait la seconde jambe si l'histoire prenait, des valeurs cycliques, je pense à des grandes valeurs industrielles, etc., mais là c'est quand même un petit peu tôt, tant qu'on n'a pas évacué les incertitudes, notamment en matière d'environnement de taux d'intérêt. On voit que le secteur bancaire est très fragilisé et commence à l'être sérieusement aux États-Unis également, et qu'à partir de là, effectivement, les cycliques sont assez mal en point en général encore. Mais c'est toute cette partie qui se joue et qui pourrait
tirer les marchés à la hausse, peut-être de manière assez contrariante par rapport à ce que nous dit l'économie. Et surtout mais des marchés qui, encore une fois, enfin, cette levée du confinement a de quoi rassurer les marchés. Certains disent aussi que le creux de la vague, c'était là, c'était en avril, et donc même si ça repart doucement, ça repart quand même. Et donc les marchés actions sont en droit d'être un peu plus optimistes. Oui, alors bien sûr, mais tout ceci est dans l'absolu et en relatif, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que pendant le plus dur de la crise, on nous a dit oui, mais il y a des gouvernements et banques centrales qui sont là pour éponger les effets de la crise, donc les marchés n'ont pas de raison de baisser, outre mesure. Enfin, il y a eu l'accélération à la baisse, mais ça n'a vraiment pas duré longtemps. Maintenant, on nous dit, vous voyez, ça va repartir. Donc finalement, de fil en aiguille, vous vous retrouvez avec des prix des actifs qui n'ont plus rien à voir avec la réalité économique. C'est ça la réalité aujourd'hui, quel que soit des deux côtés de l'Atlantique, CAC 40 ou le S&P, on est sur des niveaux de valorisation qui sont aberrantes pour vous? Absolument, absolument. Alors, qui sont aberrants, pas de manière, pas pour tous les secteurs, puisque certains secteurs quand même ont fini par corriger et sont bien à la traîne. On sait que le marché est surtout tiré par les valeurs technologiques, et c'est particulièrement vrai aux États-Unis, qui fait l'essentiel de la hausse du marché. Mais la question derrière, c'est quelles sont les perspectives de croissance, donc de retour sur investissement de ces valeurs qui sont plébiscitées depuis tellement longtemps qu'elles ont effectivement aujourd'hui des valorisations qui n'ont guère de sens par rapport à ce qu'on peut imaginer être l'environnement économique des prochaines années. Là, on n'est pas normalement sur du très court terme. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur l'investissement en action qui doit prendre en considération les perspectives de moyen terme de développement des entreprises. Or, non seulement l'activité à brève échéance va être assez catastrophique, calamiteuse. On voit des chiffres du mois d'avril, publiés par les États-Unis. Oui, mais c'est le creux, là, encore une fois. Peut-être pas aux États-Unis, mais en tout cas en Europe, le creux, a priori, il est en avril. Oui, le creux est en avril. Donc il est derrière. Il est derrière, mais on sait très bien qu'on ne va pas retrouver la situation d'avant-crise. Voilà, la reprise va être. Il y a un gros débat. Certains disent en 2020, quelque part en 2020, d'autres quelque part en 2021. Quelque part en 2021, il y a probablement une partie de perte structurelle, parce qu'effectivement, il y a des effets durables. Quand les gens perdent massivement leur emploi, il y a de la déperdition qui devient structurelle. En termes d'investissement, on verra ce que donneront in fine les mesures de soutien aux entreprises. Pour l'instant, on a fait beaucoup d'avances. Donc, on a des entreprises qui vont amorcer cette reprise dans une situation financière d'hyperendettement, pour la plupart, notamment les plus fragiles en général, les PME, etc., ce qui n'est pas l'idéal du point de vue de la croissance future. Et on parle également beaucoup de démondialisation ou d'un meilleur équilibre entre les origines de la production et la consommation. Si véritablement on va dans cette voie-là, ce que je crois intimement convaincu, alors il y aura de la déperdition de croissance, au moins le temps de transition avant de trouver un nouveau mode de croissance plus équilibré. On peut parler également du secteur automobile qui on le voit, incite pas forcément les gouvernements à mettre sur pied beaucoup de mesures de soutien. Et ça veut dire qu'effectivement, probablement, structurellement, on est entré, et on le savait avant la crise du Covid-19, mais dans un ajustement structurel qui va réduire l'influence de ces secteurs dans la vie économique et les résultats de ces secteurs. Ne parlons pas de l'aéronautique, c'est encore une autre histoire qui est assez complexe également. Mais donc, vous voyez, tous ces éléments qui quand même laissent penser, le produit intérieur brut mondial a probablement chuté de l'ordre entre 3 et 4% au premier trimestre. Deuxième trimestre, on aura encore et probablement un chiffre encore pire. Alors, vous pouvez imaginer un schéma de reprise derrière. Donc, on ne connaît pas la configuration. Jérôme Powell, d'ailleurs, s'est exprimé là-dessus il y a quelques heures, et même toute la semaine dernière. On a compris, il nous a dit, en gros, il faut abandonner l'idée de la reprise en V. Alors, il parlait pour le coup des États-Unis. Donc, est-ce que les marchés l'ont bien intégré, ça? Est-ce il y a un retour à la réalité de la part des investisseurs qui ont compris qu'il n'y aura pas de reprise en V, quel que soit l'endroit dans le monde? Au-delà de certains secteurs, peut-être, évidemment. Non.
Alors, il y a 3-4 semaines, on avait l'impression véritablement que le marché jouait le scénario d'une reprise en V, ce qu'on a retrouvé sur les cours boursiers, hein, et pas mal d'indicateurs, y compris un petit peu les anticipations d'inflation. Et puis, on a vu que ce scénario-là a grippé assez rapidement. Et que finalement, aujourd'hui, la configuration des indices boursiers commence quand même à nous dire, tiens, on est un peu à peu en train d'intégrer effectivement le fait que ce sera au mieux en U, et peut-être, c'est mon scénario à moi qui est un peu bizarre, mais que je qualifie de HUL. Voilà, ça commence par un U et ça bute assez rapidement pour plutôt ressembler à un L in fine. Donc, je peux me tromper, bien évidemment, parce qu'il y a tellement d'incertitudes dans l'environnement présent qu'il faut être très modeste et très prudent. Néanmoins, on ne part pas de nulle part. On avait déjà des niveaux de valorisation, je n'ai cessé de vous le dire, mais qui étaient très, très élevés en fin d'année dernière, en tout début de cette année, jusque d'ailleurs début février. Et finalement, on voit qu'on est à quoi, 10% à peu près du début de l'année sur les indices américains. C'est absolument rien du tout par rapport effectivement Pas en Europe, à ces pas en Europe pour le coup. valorisations très élevées. Alors en Europe, non, le contexte est plus prégnant. Et de fait, pourquoi? Parce qu'on est enlisé dans un contexte qu'on connaît bien, de déflation larvée, de faible croissance, où les bancaires et les valeurs financières dans leur globalité sont largement pénalisés. Les secteurs de l'énergie également, qui comptent beaucoup, notamment sur des indices comme le français. Et finalement, on a toutes les cycliques qui sont également très, très à la traîne. Donc finalement, le contexte français européen n'a pas beaucoup changé d'ailleurs. Hein. On retrouve les grandes caractéristiques de ce qui marquait, de ce qu'il était avant la crise par rapport aux Américains, qui étaient beaucoup plus séduits par ce contexte de reflation. Aujourd'hui, il me semble que la situation américaine est en train de se rapprocher fondamentalement de celle de l'Europe. Ce qui n'incite pas, à retrouver sur la performance des indices américains, divers et variés, y compris sur les secteurs, quelque chose qui soit plus en phase, effectivement, avec ce qu'on a connu en Europe. Donc juste, est-ce que c'était par rapport à la question, on finit là-dessus, de départ, est-ce que dans les prochaines semaines, on va rester dans cette espèce de tunnel sur le CAC 40, je pense évidemment, on est chez nous, 4003, 4005, 4002, 4006, parce qu'il y a cette bataille entre les algos qui jouent la reflation et puis ceux qui sont un peu plus pessimistes parce que la sortie de crise sera beaucoup plus lente que prévu? Il est probable effectivement que dans un premier temps, puisque là on parle de bonnes nouvelles, on parle de déconfinement, bah oui. on ajoute toutes les mesures de déconfinement, etc. Donc ça donne du baume au cœur à tout le monde, hein, d'ailleurs pas qu'au marché. Donc il est probable effectivement qu'on ait un terrain plutôt favorable pour que ces programmes jouent la sortie par le haut. Et puis, néanmoins, on aura la poursuite de données économiques qui vont être médiocres, sans doute de complications, etc., et de prise en considération de la situation économique réelle qui, elle, vient caper la hausse. Donc, je pense qu'effectivement, l'idée d'un espèce de plateau ou d'une hésitation où il ne se passe pas grand-chose, peut-être jusqu'à mi-juin, hein, à peu près, où on ira tester peut-être essayer de casser des moyennes de 100 jours, 200 jours, puisque c'est l'objectif, hein, pour rouvrir une autoroute, on peut dire, à la hausse, hein, et sans y parvenir. Donc ça peut être effectivement le scénario le plus probable d'hésitation dans un contexte, il faut bien dire, de toute façon très incertain. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Un lundi sur deux avec vous. Merci d'être avec nous, d'avoir été avec nous. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci, bonne journée. Au revoir, bonne journée.